À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, les débats s'intensifient autour des grands enjeux qui façonneront la Côte d'Ivoire de demain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat de la campagne sur cette info. Ce soir, nous aborderons un thème essentiel au développement du pays. Il s'agit des infrastructures et du transport. Itinéraires, ponts, voiries, mobilité urbaine et rurale, les infrastructures conditionnent la croissance économique, l'attractivité et la qualité de vie des citoyens. Mais une question se pose, faut-il poursuivre le modèle des grands travaux qui a transformé le paysage ivoirien ou miser sur les infrastructures de proximité au plus près des besoins des populations? Et puis un autre défi, comment assainir le secteur du transport confronté à la vétusté du parc, à l'indiscipline et à la précarité des acteurs? Pour en débattre ce soir, Stéphane Tiengouan, qui est donc directeur de la gestion intégrée du transport terrestre, est avec nous. Il représente le candidat Alassane Ouattara du RHDP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est bon. À côté de vous, il y a M. Traoré Mohamed, vice-président chargé du développement durable et de la révolution scientifique et technologique au sein du mouvement des générations capables de Simone et Yves Gbagbo, dont vous êtes représentant. Merci d'être là. Et en face de vous deux, il y a M. Oswald Blé-Conan, président du CNDCI, qui est donc un parti membre du GPP. Il est là en tant que directeur national de la campagne du GPP. Vous représentez donc Mme Henriette Lagou. C'est bien ça. On va aller tout de suite mettre les pieds dans les plats. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. La première question est à l'endroit de M. Stéphane Tiengouan. Certains Ivoiriens estiment que vos grands travaux, les grands travaux auxquels on a assisté ces dernières années, profitent surtout aux villes et aux entreprises proches du pouvoir. Comment est-ce que vous répondez à cette critique? D'accord, c'est une critique. Ce qu'il faut dire, c'est que ces grands travaux dont vous parlez sont partis d'un diagnostic. D'un diagnostic qui a été fait dès l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. On a fait le diagnostic et on se rend compte que l'état du réseau routier était très dégradé. Donc il fallait absolument améliorer ce réseau routier-là. On avait en 2011 un linéaire de route qui était dans l'ordre de 6600 km. D'accord, 6500 km de route. Et à plus de 70% avait un niveau de dégradation tel que on ne pouvait pratiquement plus les appeler des routes. Donc il était important de remettre déjà ces infrastructures-là à un niveau acceptable pour permettre donc aux populations de pouvoir circuler librement et écouler donc les produits. Vous l'avez dit, le transport est un élément très important dans le développement économique. Et les infrastructures constituent donc le support de ce transport-là. On ne peut pas parler de transport sans parler de route en bon état pour donc assurer cette mobilité. Merci beaucoup. Monsieur Traoré Mohamed, au cours du lancement de campagne de Mme Simone et Yves Gbagbo, elle a dit, et je cite, le gouvernement actuel, sinon le gouvernement sortant, a créé des ponts en termes d'infrastructures physiques, mais moi je vais créer des ponts entre les cœurs. Est-ce qu'elle est en train de nous faire comprendre qu'elle ne peut pas véritablement trouver le moyen de financer des infrastructures locales et pour ne pas compromettre justement d'autres secteurs essentiels? Merci pour votre question. Madame Simone Yves Gbagbo, docteur Simone Yves Gbagbo, a parlé de pont entre les cœurs parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays réconcilié. Donc c'est pour ça qu'elle parle de pont entre les cœurs. Nous sommes convaincus que le socle du développement de la Côte d'Ivoire repose sur la nation. Et pour créer une nation, il faut d'abord réconcilier les Ivoiriens. Pas arrêter tout pour les réconcilier, mais mettre en priorité la réconciliation nationale. Je rappelle que pour le pouvoir en place, il n'y a plus de problème de réconciliation nationale. Pour eux, tout va bien, on est en train de se développer. Alors, donc, ce n'est pas le sujet du genre, hein, merci répondu à votre question. Mais juste pour vous dire, pour finir, qu'on a un plan de financement et on a des projets aussi infrastructurels dont on pourra développer tout à l'heure. Allez-y, je vous laisse. Donc merci. Alors, nous, on a regardé ce qui a été fait. Ils sont partis d'un diagnostic. Mais je ne sais pas si dans ce diagnostic-là, ils ont pensé au cacao ivoirien. Parce que la route San Pedro-Meagui, c'est une route complètement dégradée. Elle est dégradée depuis 2011. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Je vois le nouveau pont Alassane Dramane Ouattara, ce pont-là, puis il y en a plusieurs comme ça qui portent des noms. Mais à quoi il s'est comparé à sortir le cacao
de la zone de Soubré pour l'amener à San Pedro. Comment C'est vous un petit justifiez exemple. ça, vous? Je pose la question. En termes de priorisation. Non, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des études qui sont faites avant de programmer donc, les linéaires de route à réhabiliter. Voilà, c'est des études qui sont faites et c'est des financements qui sont recherchés. Et puis, en termes de réhabilitation de routes, là, je parle en tant qu'ingénieur de route, hein, on ne tombe pas sur une route comme ça pour la réhabiliter. D'accord? Il y a une programmation qui est faite en tenant compte de la nature du sol en présence. Parce que on a eu des exemples, hein, la côtière, il y a des années où la côtière a été mise en service et quelques années après, la côtière s'est dégradée. Parce que le sol qui supportait cette route-là n'était pas un sol de bonne qualité. Donc, il fallait des investissements excessifs pour que la route puisse tenir comme il se doit. Aujourd'hui, la côtière a été réhabilitée. On va se rendre compte que cette réhabilitation-là va durer plus que la première mise en service de la côtière, parce que ce qu'on appelle les tassements différentiels ont eu le temps de se faire et le sol est plus concrètement, il parle de l'axe dégradé entre San Pedro et Meyagui, justement pour 2025, pour le prochain mandat. Qu'est-ce que votre candidat prévoit? Ce axe-là est prévu. Ce taxe-là est prévu dans le plan du quinquennat futur. À peu près quand? Parce qu'on a déjà passé 14 ans. Hein. On aura l'occasion de revenir là-dessus, vous, si vous permettez, M. Traoré. Ma question va s'adresser maintenant à M. Oswald Blé-Conan. Votre candidate, Henriette Lagou, parle également de développement humain. La question qu'on aimerait vous poser, c'est de savoir, sans grands travaux, comment espérez-vous moderniser le pays, mais assez rapidement? Bien, je vous remercie. Je voudrais dire que le développement d'un pays passe forcément par des grands travaux. Ça, c'est ce qui est important. Maintenant, comment ces grands travaux sont dirigés? Quelles sont les priorités? Quelles sont les urgences? Quelle est la portée de ces grands travaux sur l'économie locale et l'économie nationale? C'est dans ce cadre-là que Mme Henriette Lagou, avec tous ses experts, se sont réunis et nous avons réfléchi. En ce qui concerne les routes, il y a un constat qui est fait. Certaines régions ne sont pas vraiment touchées par les investissements qui sont faits et c'est vraiment déplorable. Nous prenons par exemple l'axe Yamoussoukro-Gagnoa en passant par Soubré, en passant par Meyagui jusqu'à San Pedro. Quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte qu'on peut peut-être s'amuser à appeler cela peut-être l'axe Trans-Cacao, parce que c'est l'axe, c'est un des piliers essentiels de l'économie de la Côte d'Ivoire et cet axe-là, c'est vraiment déplorable. Je suis passé là il y a 2 semaines, je vous assure, j'ai cassé au moins quelques pneus de mes véhicules avec mon équipe de communication. Il y a des axes où des routes ont été développées. C'est vrai, nous avons du respect pour la vie humaine, nous sommes d'accord que des endroits puissent avoir le bitume et autres, mais on s'est dit que ce n'est pas vraiment utile parce que ce n'est pas vraiment des endroits où vraiment l'économie y est. Bon, on ne va pas venir entrer dans tous ces détails-là ici, mais il faut dire que ceux qui ont gouverné avant nous ont fait ce qu'ils peuvent. Nous les félicitons. Nous les encourageons. Merci. Nous ne pouvons pas tirer sur eux. Comment vous pouvez changer la donne? Qu'est-ce que vous proposez pour changer la donne sur les différents axes dont vous parlez? Au-delà de cela, nous estimons que nous ferons encore faire mieux. Sur la qualité des infrastructures à faire, il y a des urgences. Il faut aller dans les zones où l'économie, où ce qui fait le fondement de notre économie est, pour améliorer la fluidité routière dans ces zones-là. Parce que sans route, il n'y a pas de développement. Mais on ne fait pas la route aussi comme ça, dans le vide. Donc, il y a ces endroits-là. Mais au-delà même des réseaux routiers, la Côte d'Ivoire a fondé son économie sur certainement un réseau routier qui demeure encore très faible. Donc il faut accroître, il faut créer de nouvelles routes, il faut réhabiliter les anciennes, il faut créer de nouvelles routes. Mais nous avons estimé aussi qu'il faut aller vers le chemin de fer pour, n'est-ce pas, transporter de grosses marchandises, de grandes quantités de marchandises. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons voulu faire le chemin du fer d'Abidjan jusqu'à San Pedro, d'Abidjan jusqu'à la frontière Tabou, pour que toute la côtière soit desservie par un chemin de fer. Nous avons voulu aussi, à partir d'Abidjan, à partir de San Pedro, remonter
vers le nord, c'est-à-dire un chemin de fer jusqu'à Mans et qui va aller jusqu'à Odiéné et rentrer en Guinée. Et puis, il y a le chemin de fer de l'Est qui prendra la même route que ce que nous connaissons, c'est-à-dire en passant par Azopé, Akupé, Abangourou et Agnibilekoro jusqu'à Teini, jusqu'à la frontière Bouna et Doropo. Donc, voici en fait ce que nous prévoyons au niveau du réseau ferroviaire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Oswald. Alors, monsieur Traoré, la population urbaine se plaint souvent du manque d'infrastructures modernes. Qu'est-ce que votre candidat propose à ce sujet? Je dirais que la population urbaine, mais surtout la population rurale, certainement se plaint des manques d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, toutes les infrastructures qui sont construites sont concentrées essentiellement dans la région d'Abidjan. Il y en a quelques-unes qui sont faites à l'intérieur du pays, mais sont surtout dans la région d'Abidjan. Mais pour répondre aux personnes qui se plaignent à Abidjan, je voudrais dire que la situation est encore pire à l'intérieur du pays. Ce qui me permet, juste rapidement, de revenir un peu sur nous aussi, notre proposition. Pour nous, la route n'est pas la seule solution. Comme l'a dit le représentant de Mme Henriette Lagou, nous pensons clairement qu'il faut situer le rail comme étant le moyen de transport privilégié des Ivoiriens. D'accord. Parce qu'il faut partir d'une vision. À partir de la vision, on peut décliner. Nous, notre vision, c'est de dire, on ne va pas se mettre à multiplier des routes. On va commencer à développer le chemin de fer. À commencer, il y a quelque chose qui serait intégré, qui est le chemin de fer entre Abidjan et Yamoussoukro. Abidjan et Yamoussoukro, c'est faire la décentralisation et c'est rendre effectif le transfert de la capitale. Ça veut dire que pour nous, on ne pense pas juste infrastructure, on pense intégrer. On pense qu'on va transférer la capitale à Yamoussoukro le plus rapidement possible, créer un chemin de fer entre Yamoussoukro et Abidjan qui permet aux gens de circuler assez rapidement de ces deux villes de façon sécuritaire aussi. Et en plus, développement durable, on a moins d'émissions. Sécurité, on a moins d'accidents. Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, nous, notre stratégie, c'est pas juste infrastructure, c'est infrastructure liée au développement durable qu'on veut faire. Parce que là, on parle de développement durable. On touche le social, on touche la sécurité des gens, on touche l'environnement. Et on touche la gouvernance, parce qu'on parle du transfert de la capitale. Un autre exemple qu'on veut faire, parce qu'on est un peu sur la ligne, c'est de créer des chemins de fer un peu partout dans le pays, mais on ne veut pas être taxé de gens qui donnent des promesses et puis qui ne vont pas les tenir. Celle-là, elle est importante. C'est la priorité. Transfert de la capitale. Mais on fera le chemin de fer là où c'est possible, les métros. Nous soutenons le projet du métro d'Abidjan. Mais le projet du métro d'Abidjan, et ça nous ramène à nous, notre définition essentielle, c'est qu'on va lutter contre la corruption, on va lutter contre les dépenses excessives. Le problème n'est pas la construction des routes. Elle est d'abord de choisir là où il faut mettre la priorité, mais ensuite, il est d'abord de choisir là où il faut mettre la priorité, mais dans un deuxième temps, c'est est-ce que l'argent a été bien géré? Est-ce que les prêts ne sont pas des prêts qui vont nous étouffer demain? Est-ce que l'argent qui a été prévu pour un pont à 500 milliards se retrouve à 1000 milliards? Est-ce que tout ça, c'est normal? Donc, ce sont ces éléments-là qu'il va falloir regarder. Nous voulons faire de la gestion rigoureuse. Nous voulons lutter de façon terrible contre la corruption. Je répète bien, puis je regarde la caméra, pour dire aux Ivoiriens, le MGC luttera de façon acharnée contre la corruption. Ça va permettre d'avoir des ressources pour développer tout ce qu'on veut développer dans le pays. Merci à M. Traoré. Je vais laisser la parole à M. Stéphane. Alors, il parlait de transport ferroviaire, mais moi je revenais sur le transport routier. Okay. Certains se plaignent de l'entretien insuffisant des routes déjà construites. Dans le prochain, dans les perspectives du candidat Alassane Ouattara, est-ce que cela est pris en compte? C'est pris en compte. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, on avait 6500 km de route. Aujourd'hui, on est à près de 9000 km de route. Donc, il y a du travail qui a été fait. Et sur les 6500 km de route, on était à plus de 75% de dégradation. Et aujourd'hui, il y a près de 4500 km qui ont été réhabilités. Et cette réhabilitation-là va se poursuivre jusqu'à ce que toutes les routes existantes soient toutes réhabilitées et de nouvelles routes soient construites. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de chemin de fer, j'ai souri parce que je vois que tout le monde regarde un peu la planification qui est faite. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau en fait. C'est de la planification. Nous priorisons ça, pas vous. Aujourd'hui, le chemin de fer San Pedro, frontière nord-ouest, les études ont été déjà faites, les travaux vont commencer. Aujourd'hui, le métro d'Abidjan, le TGV Abidjan-Yamoussoukro, c'est prévu, parce que tout ça est inscrit dans un schéma directeur.
depuis 2013, quand on prend la ville d'Abidjan a été dotée d'un schéma directeur d'urbanisme et de transport. C'est la première fois qu'on a un schéma directeur qui coupe à la fois l'urbanisation et le transport. Donc tous les projets que vous voyez, c'est des projets qui sont inscrits dans un cadre organique bien structuré et mis en œuvre progressivement. Il y avait un schéma directeur avant. Oui, il y avait un schéma directeur, mais il n'y avait pas un schéma directeur de transport. Il y avait un schéma directeur d'urbanisme, mais il n'y avait pas un schéma directeur de transport. C'est le schéma directeur de transport aujourd'hui qui met en place tout ce qu'on voit aujourd'hui, le métro, le BRT, tous ces projets structurants-là, pour désengorger un peu la ville et faciliter la mobilité des populations. Donc, les projets vont se poursuivre pour le bien-être des populations. Alors, on ne parle pas seulement d'Abidjan. On ne parle pas seulement d'Abidjan. Là, tout à l'heure, il en parlait, on parle de la politique de proximité. Est-ce que c'est la plus tout à l'heure, je parlais suffire à combler ce retard d'infrastructure dans toutes les autres grandes villes de l'intérieur du pays? Dans tous les cas, quand on prend la situation dans laquelle on était en 2011 et la situation aujourd'hui, on est tous unanimes qu'il y a du travail qui a été fait. Et dans la poursuite de cette dynamique-là, il y a du travail qui se fait encore pour le bien-être des populations. Et pas seulement à Abidjan. Aujourd'hui, quand on prend le plan directeur de Yamoussoukro, mais ce plan directeur-là est conçu pour désengorger la métropole d'Abidjan. Et dans ce plan directeur-là, il y a une connexion qui est prévue entre Abidjan et Yamoussoukro. Que présente ce fameux plan directeur de façon très concrète? Le plan directeur de... Sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro jusqu'à Bouaké même. C'est un train à grande vitesse qui est prévu. D'accord. Il y a un train à grande vitesse qui est prévu entre Abidjan et Yamoussoukro. D'ici quelle année? Les études ont été déjà... Bonne question. Non, mais c'est des gros projets. Hein. Après 14 ans, on revient avec les mêmes histoires de bientôt. C'est des gros projets. On n'a pas l'année? Non, les études ont été menées. Qui est sûr, les travaux vont commencer sous ce quinquennat. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Alors, les citoyens disent souvent, on veut des routes et des services, pas des ponts symboliques. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Oui, je vous dis, en fait, la route sert à quoi exactement? La route sert à quoi exactement? Le pont sert à quoi exactement? Moi, je préfère investir 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards pour construire un pont, pour que, sur le Cavali, certainement pour que des populations qui produisent le cacao puissent acheminer leurs produits au port autonome d'Abidjan, que de construire un pont pour décorer la capitale économique qui est d'ailleurs très engorgée et qui fait que d'ailleurs la cherté de la vie est vraiment évidente. Voyez-vous par exemple, tout descend au port autonome d'Abidjan. Tout d'autres marchandises descendent au port autonome d'Abidjan. Alors que nous avons la possibilité de créer d'autres ports en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous envisagez avec Henriette Lagou? Nous envisageons créer un autre port à Grand Laou et c'est possible. Pour désengorger le port autonome d'Abidjan. D'accord. Nous envisageons orienter d'autres missions au port autonome de San Pedro, qui ne sera pas seulement un port d'exportation du cacao, mais un port d'importation au même titre que le port d'Abidjan, qui permettra aux Ivoiriens de choisir le port où ils veulent faire descendre leurs marchandises pour que le port d'Abidjan ne soit pas trop cher comme il est aujourd'hui. Alors, j'ai bien envie de vous reposer une autre question, mais... Nous sommes dans le cadre du transport. En effet. Voilà. Et une question, on va revenir aux infrastructures. Une question qui concerne directement le représentant du candidat Alassane Ouattara. Quel projet donc de votre adversaire pourrait être le plus utile, mais qui n'a jamais été mis en œuvre jusqu'ici? Le transfert de la capitale. D'accord. Donc le MGC a raison de mettre ça en priorité. On va revenir vers vous, s'il vous plaît. Vous développez, s'il vous plaît. C'était important de transférer la capitale? Le transfert de la capitale permettait aux Ivoiriens de ne plus venir se cloîtrer à Abidjan, mais d'amener une partie de l'administration en Côte d'Ivoire. Le président de la République actuelle, en 2011, a dit qu'il allait même s'installer à Yamoussoukro pour gouverner, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons beaucoup de respect pour nos aînés, mais nous ne pouvons pas le qualifier autrement. Ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit. Et cela a joué contre la vie même des Ivoiriens.
Tenez-vous bien. Pour le fait que la capitale n'ait pas été transférée à Yamoussoukro, en 2010, en 2011, à Yopougon, on louait une maison de 3 pièces à 50 000. Aujourd'hui, la même maison de 3 pièces est louée à Yopougon à 150 000, voire 200 000. Monsieur Konan, vous vivez où? Moi, dans cette période, Oui, actuellement là. Actuellement, je vis à Angré. Donc à Cocody, Oui. vous serez prêt à quitter Abidjan pour Yamoussoukro si jamais Henriette Lagou est élu président de la Côte d'Ivoire? Mais j'ai envie même de m'établir à Yamoussoukro et vivre tranquillement à Yamoussoukro. Mais quand chaque matin tu te lèves et qu'il faut forcément au plateau qu'il faut déposer une facture ou bien il faut aller négocier un marché. Quand tu te lèves chaque matin pour savoir que pour avoir tel service, il faut forcément être à Abidjan. Mais on est obligé de Finalement, tous qu'est-ce de qui rester à Abidjan. bloque ce transfert de la capitale? C'est pour ça que nous Il va parlons. répondre à ça. Vous permettez, je reviens vers vous. Je vous accorde 20 secondes, allez rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Je veux dire que, en fait, cela fait partie des priorités. Quand on veut gouverner, quelles sont nos priorités? Le transfert de la capitale, la lutte contre la cherté de la vie n'a pas été la priorité de ceux que nous ont gouvernés. Merci beaucoup. Vous répondez quoi à ça, ce fameux transfert de la capitale dont on parle tant? Et nous voulons régler ça. Le transfert de la capitale, vous savez, il y a la vision et il y a la mise en œuvre de cette vision-là. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, le transfert de la capitale, il y a déjà des infrastructures structurantes qu'il faut mettre en place avant d'assurer le transfert de la capitale. Entre autres infrastructures structurantes, mais il y a ce projet de... Qu'est-ce qui est prévu train pour les urbain. 5 prochaines années? Il y a ce projet de train à grande vitesse qui va relier Abidjan et Yamoussoukro, qui va permettre donc aux populations de vivre sur tout le corridor entre Abidjan et Yamoussoukro et pouvoir rallier les deux grandes villes en l'espace d'1 heure de temps. Qu'est-ce qui a été fait pendant les 14 Mais ce qui a été fait... On va passer le temps à faire le bilan. Voilà, ce qui a été fait est palpable. Attendez, monsieur Ngoua, s'il vous plaît. Monsieur Ngoua, parce que s'il vous plaît. c'est passionnant. Laissez-moi répondre sur quelque chose. Quand on veut mettre un train à grande vitesse entre Abidjan et Yamoussoukro, on transporte quoi pour venir où? Il faut bien qu'il y ait une administration performante, une économie performante qui fait qu'il y ait des allers-retours entre les deux grandes villes. D'où la nécessité de développer un transport aérien domestique ou encore le TGV. Mais donc il faut qu'on pose ces actes-là d'abord. Alors il y a quand même une question au niveau du transport aérien, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, on est parti de 2011. Aujourd'hui, d'abord, on n'avait même pas de compagnie, on n'avait pratiquement pas de compagnie de transport aérien. Ah non, s'il vous plaît. Monsieur Bodio, j'aimerais... Excusez-moi, Madame Henriette Lagou fut excusez-moi, PCA de Air Ivoire. Madame Henriette Lagou fut PCA de Air Ivoire. Aujourd'hui, quand vous prenez la flotte de Air Côte d'Ivoire, je vais vous accorder 20 secondes, que ce qu'on avait en 2011. Je vais vous accorder 20 secondes. Alors, j'aimerais poser la question à M. Traoré. Il y a quelque chose dont il ne faut pas s'éloigner. Il s'agit bel et bien du succès d'une politique axée sur la proximité. À court terme, qu'est-ce que vous prévoyez justement pour satisfaire le besoin des populations vivantes à l'intérieur du pays? Merci. Parce que pour nous, le plus important, c'est la vision. Et à partir de la vision, on décline. Je préfère être schématique comme ça pour qu'on comprenne bien. Allez-y, dites-nous. Alors, notre vision, c'est de baser maintenant de réorienter le développement de la Côte d'Ivoire sur la transformation des produits locaux. Je m'explique. On a des produits de rente, cacao, anacarde, qu'on transforme, qu'on envoie à l'extérieur. C'est bien, on a évolué sur la transformation du cacao. Mais ces produits-là, si on est soumis à des soubresauts sur le marché international, on est en danger. Nous voulons développer un marché intérieur qui nous met à l'abri de toutes les fluctuations internationales. Et puis au passage, le cacao qu'on exporte, il y a 4-5 entreprises qui se chargent de faire du training autour de ça. On veut ramener ça aux planteurs. C'est-à-dire que les Ivoiriens pourront eux-mêmes, à travers les groupements qu'ils auront fait, des entreprises, vendre les cacao et les cafés. Donc je reviens à la proximité. Nous, on veut faire la transformation locale. Du coup, on crée 14 pôles agro-industriels dans les 14 districts et qui vont être spécialisés dans ce qui est produit localement. Et ça va obliger à développer des pistes, pas forcément des routes. On n'est pas obligé d'avoir des routes goudronnées qu'on va rénover tous les 2 ans
vu l'état de dégradation, on parle de routes biodégradables. Comment circule s'il n'y a pas de route? Justement, on peut faire des sentiers qu'on retape, mais je veux dire, l'idée c'est d'aller rapidement pour faire sortir nos produits. L'idéal c'est de mettre du goudron, mais si on ne peut pas, on est capable de faire des sentiers. Moi je vivais au Canada il y a 2 ans, il y a des sentiers au Canada. Dans le nord du Canada, on ne met pas de routes partout, mais ça n'empêche pas de sortir le bois, ça n'empêche pas de sortir les produits qu'ils produisent chez eux. Donc nous on veut ramener du développement local. Et une fois qu'on a fait ça, on est obligé de créer tout un écosystème autour de cette transformation-là. Ceux qui vont s'occuper de la commercialisation, ceux qui vont s'occuper de la production, du transport, de la transformation. Donc il y a plein de nouveaux emplois qui vont être créés. C'est sûr que ce sont des projets qui ne peuvent pas se faire sans implication des populations, dans la conception même et même l'entretien des infrastructures. Comment est-ce que votre candidate tentera donc d'impliquer toutes ces personnes-là vivant à l'intérieur du pays? À partir du moment où ça concerne des produits qui sont faits chez eux. À partir du moment où ça concerne le désenclavement de leur village, de leur région, et à partir du moment où ils vont être impliqués, parce qu'on parle de local content, on va pas parler encore de local content, mais on va impliquer le contenu local, s'assurer que ce sont des gens qui sont localement pris, qui font le travail. Comment pensez-vous qu'ils ne vont pas être impliqués? Ils vont être impliqués, ils vont être très heureux de travailler là-dedans. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée de la richesse en Côte d'Ivoire, et une bonne partie de cette richesse-là est exportée. Les revenus sont exportés parce que c'est les multinationales qui font des affaires ici. Soit, on n'est pas contre au MJC, mais nous disons qu'à côté de ça, on doit mettre la priorité sur nos PME et nos PMI. Nous avons un plan pour financer les PME et PMI et s'assurer qu'elles récupèrent une bonne partie de la croissance qui est en train d'être générée en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors, M. Stéphane, certains de vos adversaires estiment qu'il y a des investissements, mais colossaux, dans des grands travaux, alors que certaines écoles et autres dispensaires sont encore en piteux état. À cela, qu'est-ce que vous répondez? Mais quand vous parlez d'infrastructures colossaux, donnez un exemple. On parle des ponts, on parle des routes. Oui, mais tous les ponts qui ont été construits, c'est des ponts qui étaient utiles, nécessaires. On prend le cas d'Abidjan. Aujourd'hui, quand on compte le temps que les populations passent dans les embouteillages, mais les infrastructures qui ont été construites ont permis de réguler la question des embouteillages. Et vous êtes sûr qu'il y a plus d'embouteillages à Abidjan? Mais ça a diminué. Ça a diminué. Ce qui se passe en calcul routier, c'est quoi? C'est que quand on a un carrefour ou bien un rond-point dont on parle, mais quand le niveau de trafic augmente, à partir d'un certain niveau, on est obligé de faire de la dénivellation. D'accord. Sinon, les feux ne peuvent plus régler. Tel que le niveau d'Aquaba. Voilà, on fait de la dénivellation. Et c'est ce qui est en train de se faire à Abidjan. Quand on prend le boulevard Mitterrand, tous les échangeurs qui sont prévus sur le boulevard Mitterrand, vous allez voir que quand ces travaux vont finir, mais la circulation sera fluide entre le cœur d'Abidjan, le plateau et Bingerville. Parce qu'aujourd'hui, on a un mouvement pendulaire entre Bingerville et le cœur de la ville, plateau, Trècheville. Les matins, tout le monde quitte Bingerville pour venir au travail. Les soirs, tout le monde quitte. C'est ce qui crée donc ces engorgements-là. Donc, on a une voie dédiée qui va permettre donc aux populations de circuler facilement. Donc, tous les ouvrages qui ont été mis en œuvre, c'est des ouvrages qui ont été pensés, réfléchis pour répondre à un besoin spécifique. Merci. J'aurai l'occasion de revenir vers vous, mais dans un autre sous-thème. Merci à nos invités pour ces échanges très instructifs, je trouve, sur le modèle des grands travaux et l'infrastructure de proximité. Mais les infrastructures ne prennent tout leur sens que si elles servent réellement les Ivoiriens au quotidien. Et c'est là qu'intervient justement l'autre défi majeur, qui est donc le transport. Entre embouteillage, vétusté du parc, insécurité et manque d'organisation, le secteur du transport reste quand même un vrai casse-tête pour les villes, comme pour les zones rurales. Ce soir, nous allons donc nous pencher sur la question: comment assainir le milieu du transport en Côte d'Ivoire tout en garantissant mobilité, sécurité et efficacité pour tous. Messieurs, vos visions sur ce point seront ici très importantes. Ma question s'adresse donc à monsieur Stéphane. Abidjan concentre aujourd'hui 80% du parc automobile et des embouteillages assez remarquables, comme on le disait tantôt. Comment est-ce que votre candidat justifie tout cela? Les Abidjanais passent aujourd'hui en moyenne 3 heures de temps avant de regagner leur lieu de travail. Oui, mais je peux? Ok. Je suis d'accord avec vous, mais parce que Abidjan est pratiquement en chantier. Aujourd'hui, quand vous regardez, depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, il y a beaucoup de travaux qui se font de façon simultanée à Abidjan, et c'est ces travaux-là qui ont augmenté le pic des embouteillages. Mais quand ces travaux finissent, quand le BRT finit, quand le métro finit, mais vous allez voir que
ces embouteillages-là vont diminuer parce que dans le schéma directeur du transport dont j'ai parlé tout à l'heure, l'accent est mis sur la massification de l'offre de transport. Aujourd'hui, même en termes de développement durable, c'est pas économique que tout le monde roule dans des véhicules personnels. C'est pourquoi le schéma directeur met l'accent sur les modes capacitaires. Les modes capacitaires qui vont permettre à plusieurs personnes de monter dans un bus. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre par mode capacitaire? Le métro, le BRT, c'est des modes capacitaires. Seulement qu'avant tout ça, il y a des mini-cars communément appelés Gbaka. Et là, il y a un souci. Je m'en vais vous poser la question sur le sujet. C'est que pendant les embouteillages, les chauffeurs de ces Gbaka-là augmentent, mais souvent leurs tarifs au détriment des usagers. Qu'est-ce que vous mettez en place pour le prochain quinquennat pour favoriser le bien-être de ces populations-là sur la route? Avec aujourd'hui l'autorité de mobilité du Grand Abidjan, l'AMUGA, mais il y a tout un plan de mobilité qui est mis en place autour donc, de ces modes capacitaires, là, autour donc, du métro et du BRT. Tous les autres modes, les minibus, les Gbaka, seront réorganisés autour donc, des stations de ces modes capacitaires-là. Et quand on dit réorganiser, c'est une réorganisation tant au niveau administratif, organisation de ces entreprises-là, mais au niveau tarification. Il y a une intégration tarifaire qui est prévue. Comment va se faire le contrôle sur le terrain? Le contrôle sur le terrain, mais c'est aussi ça le problème entre Bingerville et Cocody. Généralement, les usagers payent 500 francs CFA, mais arrivé, je dis n'importe quoi, après barrage, on nous dit que c'est toujours 1500. On dit toujours que c'est 500 francs CFA. Comment est-ce que vous contrôlez? Qu'est-ce qui va se passer pour favoriser le bien-être des usagers? Aujourd'hui, il y a une étude de tarification qui est faite. Il faut le dire, le secteur du transport, a été depuis longtemps un secteur artisanal. Depuis 2014, il y a la loi d'orientation du transport intérieur qui a été prise et cette loi-là donc, met l'accent sur la professionnalisation du secteur. Aujourd'hui, on a des entreprises de transport qui sont régulièrement créées et qui exercent dans ce secteur. Donc, on peut les identifier. On peut, à partir de ce moment-là, donc, s'asseoir, fixer des tarifs et mettre des mécanismes pour contrôler donc ces tarifs. Mais je ne vais pas vous donner la parole là maintenant. Hein. Il y a longtemps que M. Oswald Konon n'a pas parlé. Les habitants des communes périphériques sont pénalisés. Je parlais tout à l'heure de Bingerville. Ils sont pénalisés chaque jour par le trafic, soit vers le plateau, Marcory ou encore à Djamé. Comment est-ce que votre candidate compte-t-elle améliorer cette mobilité-là? Bien, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Ce n'est pas le mouvement de Bingerville au plateau qui est important ou du plateau au Bingerville qui est important. Ça peut se faire de manière tranquille, mais c'est comment les Ivoiriens y vont. Avec quels moyens les Ivoiriens y vont. C'est ça qui est important. De Bingerville, je prends de Bingerville jusqu'au port d'Abidjan. Pour quelqu'un qui doit avoir le SMIC à 65 000 francs, Bingerville jusqu'au port d'Abidjan, il va payer 1000 francs pour arriver au port d'Abidjan. Du port d'Abidjan, il va faire un aller-retour, ça lui revient à 2000 francs. Donc 2000 francs par jour, tout son SMIC rentre dedans. Moi, je me souviens bien, en 1990, quand on venait à Abidjan, pour la première fois, notre transport était payé à 1500 francs. En 2000, de 2000 jusqu'en 2010, le transport tournait autour de 2000-2500. Aujourd'hui, le transport à Abidjan, Yamoussoukro, coûte 5 000 francs. Madame Henriette Lagou veut travailler sur l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, pour que les populations puissent se déplacer de manière conséquente. De façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire? De façon concrète. Et vous savez, souvent, ce n'est même pas l'État qui fait que les transports augmentent. Il y a trop de fêtières dans le milieu du transport. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut démanteler toutes les fêtières inutiles. L'État doit agir directement sur les tarifs des déplacements intercommunaux à partir des transports en commun, et puis il faut accroître le transport même public. Il faut que le public aussi puisse encore améliorer son service. Il y a notre société d'État, si vous permettez peut-être que je dise le nom, puisque c'est une société d'État. Allez-y. Oui, la SOTRA fait déjà un grand travail qui est déjà très important depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Fait un grand travail. Ça, c'est bien. Ça c'est grâce au RATP. Oui, mais non, je suis désolé. S'il vous plaît. C'est une société d'État. Vous aurez la parole. Allez-y, poursuivez. La SOTRA le fait très bien, ce travail-là. Mais nous pensons aussi qu'il faut renforcer encore cette société de l'État. Le gros problème, c'est les Gbaka qui sont régis par des fêtières.
par comment vous appelez, des cartels. Et qui, sur les transports, par exemple, des gens, là où on doit payer 500 francs, ils vont venir mettre 100 francs sur le transport pour que ça soit 600 francs ou 700 francs. Et ça, l'État doit agir fortement pour réguler ce secteur, pour que ces choses-là puissent s'arrêter. Merci, M. Conan. Votre solution, très rapidement, pour la question je prendrai quand même le temps de développer. Allez très rapidement. À peu près 3 minutes. Allez très rapidement, le temps court après nous. Oui, donc partager la parole équitablement. Alors, nous, les choses sont très simples. On fait un diagnostic qui est un problème de valeur. On a parlé de beaucoup de choses, mais en vérité, quand vous voyez l'embouteillage, parce que les gens ne respectent pas le code de la route. Moi, je le dis clairement, j'ai des policiers qui sont arrêtés. Il y a un balanceur qui se balance une porte. Je n'ai pas porté ma chaussure de sécurité, il arrête ma ceinture de sécurité. Qui va arrêter? Celui qui n'a pas la ceinture de sécurité. Et le balanceur qui se balance une porte, c'est pas dangereux ça? Ça, c'est un tout petit exemple. Le baka qui s'arrête à tout va sur le chemin. Bah, c'est pas normal de ne pas porter sa ceinture de sécurité. Non, je suis d'accord, mais je vais juste dire que c'est comme des choix. Il ne faut pas avoir peur. C'est un problème de gouvernance et de valeur. Alors nous, au MGC, on est très ancrés sur les valeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous pensons que tout part des valeurs. Il faut restaurer les valeurs. La discipline dans le pays. Ce pays est indiscipliné. Et ce pouvoir n'a rien fait contre l'indiscipline dans ce pays. Quand vous parlez du problème des BACA, ça c'est un problème qui est ancestral. Nous disons, de façon claire et nette, parce que pour changer un système, il faut une décision de gouvernance. Il ne faut pas juste se contenter des petites mesurettes. On est en train de préparer quelque chose, il y a un truc structurant. Non. Nous, on dit qu'on va faire un projet pilote pour supprimer le modèle BACA qu'on a actuellement. D'accord. Les lignes sont bonnes, mais les moyens de transport ne sont pas adaptés. En intégrant les gens qui travaillent actuellement dans la filière, en essayant de les regrouper dans des sociétés où on n'aura pas de concurrence pour pas qu'ils se balancent dans tous les sens à ces défilés, on aura une ligne, un certain nombre de véhicules qui fait la ligne par exemple à Djamé et Benjerville et qui s'arrêtent à des endroits précis, bien structurés. Le paiement se ferait par carte. On créerait des cartes spéciales. On peut travailler aujourd'hui, on a beaucoup de numérique. On peut travailler à une solution. Je suis désolé, il faut juste faire un petit effort. C'est une paresse. Je ne sais pas si c'est une peur des Nyambro ou des Baka, des chauffeurs de Baka, mais je suis désolé, depuis 14 ans, ils n'ont rien fait pour arrêter les tracasseries que vivent les Ivoiriens vis-à-vis des Baka. Moi, je suis un habitant de Benjerville. Juste pour couper là-dessus. Je prends souvent le Baka et je dépose ma voiture pour voir ce qui se passe. Arrivé après barrage, je vous l'avais dit, on nous arrête, on nous descend, monter dans un autre Baka. Les policiers sont juste à côté. Mais que fait le pouvoir public? C'est quoi ce manque de valeurs? C'est quoi cette indiscipline notoire dans un pays? Nous allons travailler sur les valeurs. Deuxième point, le projet pilote dont on vous a parlé. Et on va essayer de créer comme ça, si ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, on l'améliorera, mais une fois que ça va fonctionner, on va le répandre dans toute la Côte d'Ivoire pour qu'on ait des moyens de transport adaptés, plus de balanceurs, et de la rigueur. Non, on va finir avec M. Traoré rapidement. On va finir avec M. Traoré. Je vais rester encore avec lui. Oui. Je vais vous accorder 30 secondes pour donner une réponse. Les solutions comme le métro dont parlait monsieur Stéphane, il parlait de métro et de BRT. Ce sont des projets qui sont quand même coûteux et dans la durée de réalisation, on est tous d'accord que c'est une longue durée. Est-ce que votre candidat propose quelque chose d'alternatif, plus rapide et concret? Au niveau du MGC, nous pensons qu'on n'est pas obligé, à chaque changement de pouvoir, de tout remettre en cause. Nous ne remettrons pas en cause tout ce que le RHDP a fait. Il y a un plan directeur, il y a des bonnes choses à l'intérieur, nous les ferons. La seule chose que nous disons, et j'insiste toujours là-dessus, parce que je parle toujours, corruption, gestion saine des ressources. C'est ça qu'on va valider. Sinon, nous, on considère que le BRP va permettre d'améliorer la fluidité du transport. Oui, on est d'accord. Le métro, on est d'accord. Mais le métro coûte combien? Le BRP coûte combien? Les entreprises qui travaillent là-dedans, il y a combien d'entreprises ivoiriennes qui sont les premiers répondants? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants. C'est ça qu'on questionne. On ne remet pas tout en cause. Et puis, en plus, ce qu'on questionne, nous, c'est est-ce qu'on y va crescendo ou est-ce qu'on prend le temps, 10 ans, 15 ans, pour faire des changements? Le cas des Baka, c'est un cas patent. Merci beaucoup. On a parlé de transport routier. On est obligé d'avancer, s'il vous plaît. On a parlé de transport routier, mais je veux là qu'on s'intéresse au transport lagunaire. Les gares lagunaires et transports nautiques sont encore peu exploités en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous proposez pour les 5 prochaines années? 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, mais il y a une grosse étude qui a été réalisée, toujours dans le schéma directeur, qui fait la promotion donc, du plan d'eau lagunaire. Aujourd'hui, au niveau de l'AMIGA, il y a des financements même qui sont acquis pour la construction donc, des quais d'embarquement au niveau donc, du transport lagunaire. On peut partir de Benjerville
jusqu'à Songon, à partir de la lagune. Donc il y a un certain nombre de gares lagunaires qui sont prévus, les études ont été déjà menées, les réalisations vont commencer. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la sécurité sur l'eau? Au niveau de la sécurité sur l'eau, déjà il y a tout ce qui est sûreté, sécurité de la navigabilité donc de notre lagune. Qu'est-ce que c'est? Tout ça est étudié pour éviter donc qu'il y ait des sinistres, qu'il y ait des accidents. Je pense que c'est vraiment dans un cadre global et c'est pour ça aujourd'hui dans l'organisation des choses, on a une autorité de mobilité qui est dédiée donc pour les questions de mobilité dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, on a l'autorité d'Abidjan qui va s'occuper de tout ce qui est question de mobilité au niveau d'Abidjan. Merci bientôt, bien. on aura des autorités de mobilité dans les grandes villes qui vont réfléchir sur la planification. On parle de transport lagunaire, hein, on est sans ignorer que les infrastructures lagunaires nécessitent quand même un entretien permanent. Comment votre candidate Henriette Lagou prévoit-elle d'assurer la durabilité de ces différents projets? Et je pense que le problème du transport lagunaire, il y a un manque de volonté de vouloir investir dans ce domaine. L'État a ouvert cela, il y a eu 2 entreprises qui se sont signalées mais qui ont coulé. Nous ne savons pas exactement quel est le problème exact. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises ont coulé? Nous ne savons pas exactement. Mais nous comptons sensibiliser, nous comptons mobiliser les investissements locaux et inclure les Ivoiriens dans... Madame Lagou entend inclure les Ivoiriens dans ce domaine-là. Et puis, pourquoi ne pas passer peut-être à la formation? Peut-être que c'est un problème de formation. C'est un problème de méconnaissance de ce domaine très rentable d'ailleurs qui peut apporter beaucoup d'argent à celui qui s'y intéresse. Tout à l'heure, le frère l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'il y a des plans, il y a une étude qui a été déjà faite. La navigabilité de tous ces plans d'eau lagunaires est vraiment extraordinaire. Même j'étais quelque part à Jacquesville et quelqu'un était en train de me dire que même les bateaux-bus peuvent partir de Jacquesville jusqu'à Abidjan. Ça veut dire que c'est juste... Bon, voilà. Ça veut dire que ce plan-là, il existe. Donc, il n'y a plus rien à faire. Il faut simplement susciter des investissements dans ce domaine pour que ceux qui ont peur peut-être d'investir dans ce domaine-là puissent y aller. Peut-être qu'il y a une méconnaissance de ce domaine-là. Il y a une méconnaissance du fait que les gens ne savent pas qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a du business à se faire. Et ça, il faut l'ouvrir. Il faut sensibiliser au maximum. Donc, nous allons donner l'information. Nous allons former des gens. Nous allons sortir des gens des amphis, les former, faire des champions nationaux dans ce domaine précis des transports. Puisque Mme Lagou prévoit faire ce qu'on appelle la prime à l'installation. C'est-à-dire la prime à la création ou la prime à l'installation. Un jeune Ivoirien qui veut intervenir dans un domaine, il sera pris en compte. Il sera formé dans le domaine dans lequel il veut intervenir. L'État de Côte d'Ivoire va l'accompagner à travers des financements, lui donner si possible peut-être même des partenaires, et puis l'encadrer jusqu'à ce qu'il soit autonome et indépendant. Alors, nous parlons de transport, mais on ne va pas parler de cette thématique sans ignorer qu'il y a donc l'incivisme routier. C'est quelque chose. Je n'ai pas répondu sur le lagunaire. Non, je reviens à vous s'il vous plaît. Hein. Je voulais plaider un peu. Oh là là. Le temps court contre nous. Permettez, je vais vous accorder 20 secondes pour revenir sur le plan lagunaire. Et vous allez en même temps répondre à la question de l'incivisme routier. Vous avez la parole, M. Traoré. Alors, sur le lagunaire, nous prévoyons d'aller aussi à l'intérieur du pays. Donc, je comprends le plan qui est prévu pour Abidjan. Et encore une fois, on ne met pas tout à la poubelle. Ça, c'est une bonne idée, mais nous voulons accélérer le mouvement. Nous, on veut aller dans la révolution. La révolution, ce n'est pas seulement prendre des armes, ce n'est pas seulement faire la guerre. La révolution, c'est de dire, allons crescendo. Nous voulons mettre des quais assez rapidement, même si ces quais-là, on n'est pas obligé de faire des œuvres d'art à chaque fois. J'ai remarqué que ce pouvoir aime bien les œuvres d'art, des choses qui coûtent très cher. Puis avec beaucoup d'entrepreneurs qui viennent prendre de l'argent là-dessus. Nous, on veut mettre rapidement des quais disponibles et puis renforcer la SOTRA. Parce que si vous avez remarqué, il faut être honnête, depuis que ces 2 entreprises privées-là ont été créées, la SOTRA fait pitié au niveau de la Guinée. Même les quais de la SOTRA ont été quasiment supprimés et la SOTRA utilise certains quais de ces sociétés-là. Ça ne marche pas. Nous sommes obligés de vous arrêter là. Rapidement, ça sera le dernier tour de table sur l'incivisme routier. De façon très concrète, qu'est-ce que votre candidate prévoit? Sur l'incivisme routier, on revient encore aux valeurs. Alors pour nous, MGC, les choses seront très claires. La loi et la loi. D'accord. La loi et la loi. C'est-à-dire, il faut éduquer les
enfants, dès le bas âge, pas seulement l'éducation routière, mais au civisme. C'est pour ça que nous avons un programme où nous obligeons le service civique obligatoire. Vous me permettez de faire une transition là, mais on fait le service civique obligatoire. C'est pour régler ces problèmes-là. Pour que les enfants soient conscients de ce qu'il faut faire pour être un bon citoyen. Et nous mettons le service militaire obligatoire, au passage. Ce n'est pas le sujet là, mais j'en parle en même temps. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut mettre de la coercition pour ceux, comme nous autres, qui ne peuvent plus changer, mais qui peuvent juste réagir à la coercition. Donc, nous mettrons de la coercition en place. Et je vous le garantis, le MGC en place, lutte contre la corruption, discipline dans le pays. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Merci beaucoup. Votre mot de fin sur la question de l'incivisme routier. Oui, ben, au niveau sur l'incivisme routier, on va reconduire donc, la stratégie nationale de sécurité routière. On a une stratégie nationale de sécurité routière qui est partie de 2021 jusqu'en 2025. Et ça, c'est vraiment une instruction des instances internationales hein, au regard donc, du niveau d'insécurité des routes sur le plan mondial. Mais tous les États ont été instruits de mettre en place un cadre organique pour la gestion donc, de la question de la sécurité routière. En Côte d'Ivoire, on a une stratégie nationale de sécurité routière qui va prendre fin en décembre 2025 et cette stratégie-là sera reconduite 2025-2030 avec donc pour objectif de réduire de 50% le nombre de victimes sur les routes. Et dans cette stratégie-là, il y a tout ce qui est sensibilisation, formation et répression. Dans la première phase de cette stratégie, dans la répression, on a mis en place le permis à point, on a mis en place la vidéo-verbalisation, tout ça, ça a permis de donner des résultats. On va poursuivre donc sur cette lancée-là pour sensibiliser et réprimer les usagers indisciplinés. Merci, monsieur. 14 ans, le ressenti est pas très bon. Monsieur Oswald Conan. Bon, ben, je voudrais dire que ce qui a été déjà fait sur la sécurité routière est vraiment un travail formidable. Merci. Ça, il faut applaudir ce qui est bon. Parce que la vidéo, avec les systèmes de vidéo-verbalisation et autres... Il vous reste 45 secondes. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je voulais attirer notre attention sur... Je voulais attirer l'attention sur le fait parce que on doit laisser passer les l'État vient prendre les assurances, les vignettes, les patentes, les visites techniques, mais on a l'impression que les transporteurs sont persona non grata dans nos communes. On ne leur crée pas d'espace pour qu'ils puissent garer et repartir. Chaque fois, ils sont en train de les déguerpir un peu partout. Madame Lagou entend prévoir créer des gares routières au sein des différentes communes d'Abidjan pour que les transporteurs puissent aller garer paisiblement et aller vaquer à leurs occupations pour ne pas créer aussi l'embouteillage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez bien lu le Stuga, le schéma directeur. Merci à M. Stéphane. En tout cas, tous les deux sont très satisfaits de l'incivisme sur les routes en Côte d'Ivoire. Donc, directeur de la gestion intégrée. Je constate, c'est étonnant. Il y a du qui travail représentait sur ce plateau M. Alassane Ouattara, qui est donc candidat du RHDP. Merci à M. Traoré Mohamed. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé du développement durable et de la révolution scientifique et technologique au sein du MGC, qui est donc le mouvement des générations capables, représentant Simone et Yves Gbagbo. Monsieur Oswald Conan, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci représentant beaucoup. de Madame Henriette Lagou, directrice, vous êtes directeur national de campagne du GPP, qui est donc le groupement de partis politiques. D'ailleurs, vous avez les salutations de Madame Henriette Lagou, toute l'équipe de cette info, et elle vous remercie pour tous vos bons reportages que vous faites. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Conan. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pris demain pour un autre sujet au cours du débat. Nous parlerons donc de jeunesse et d'emploi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.